from outside the solar system and was the first one that we spotted near the Earth. Unlike any comet or asteroid that we have seen before from within the solar system. La chasse à la vie extraterrestre s'accélère. Mais que se passerait-il si, plutôt que de chercher des traces de biologie, nous recherchions quelque chose de plus reconnaissable, comme une civilisation extraterrestre? Depuis très longtemps, on a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie et peut-être d'aventures en dehors des frontières de notre planète. Comme il existe de nombreuses façons d'améliorer la technologie, il est très intéressant de découvrir quelque chose de nouveau. Il est impossible de prédire quelle découverte mineure débouchera sur un développement important ou quelle découverte majeure ouvrira une nouvelle ère. Restez avec nous jusqu'à la fin, car des scientifiques viennent de révéler quelque chose de vraiment choquant qui vous fera remettre en question tout ce que vous savez. Lorsque Avi Loeb, professeur à Harvard, a découvert des preuves d'activité extraterrestre, cela a suscité l'indignation de la communauté scientifique. La peur et le conservatisme empêchent-ils la science d'évoluer les preuves convaincantes de l'existence des extraterrestres? L'objet avait déjà quitté le système solaire lorsque l'humanité l'a repéré. Le 19 octobre 2017, les astronomes de l'université d'Hawaï ont remarqué une forme inhabituelle qui dégringole loin de la Terre. Une tache brillante s'engouffrant dans le noir profond. Ils l'appellent officieusement Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen, et le classe comme une astéroïde interstellaire, le premier connu à entrer dans notre système solaire. Personne ne savait qu'avec certitude ce que c'était. Les astéroïdes sont généralement rocheux, ternes et sphériques, mais Oumuamua était brillant et allongé. Les astronomes ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une comète, mais les comètes ont des queues gazeuses éblouissantes, et il n'y en avait pas ici. Plus les informations recueillies étaient nombreuses, plus la chose semblait mystérieuse. Au fil du temps, elle semblait inhabituelle, explique l'astrophysicien Avi Loeb via Zoom. À un moment donné, ça a franchi un seuil pour moi. Et à ce moment-là, vous vous dites « Ok, allez-y ». Dans Extraterrestre, Loeb raconte une période mouvementée d'environ 3 ans au cours de laquelle les discussions ont été nombreuses. Près d'un an après la découverte de Oumuamua, il a commencé à travailler sur un article scientifique pour expliquer ses diverses particularités. Sa géométrie étrange, sa luminosité, l'absence de queue cométaire et le fait étrange qu'il semblait avoir accéléré en s'éloignant du Soleil en ligne droite. Hors de son orbite, en quelque sorte propulsé. Il avait déjà publié un article controversé pour Scientific American. J'ai dit que nous devrions envisager la possibilité que ce soit des débris technologiques d'autres civilisations. Il a cependant procédé à un examen plus approfondi des preuves existantes. J'ai abordé cela comme n'importe quelle autre anomalie scientifique, dit-il. J'écarte les possibilités et ce qui me semble le plus plausible est ce que je mets en avant. C'est comme ça qu'on fait de la science. Vous recueillez juste plus de preuves. Peu après, Loeb et un boursier postdoctoral de Harvard, Shmuel Bialy, ont élaboré une théorie. Oumuamua n'était pas un astéroïde, une comète ou un autre objet naturel. C'était une voile massive en forme de crêpe de moins d'1 millimètre d'épaisseur, alimentée par le rayonnement du soleil. Loeb savait que la nature était incapable de fabriquer une telle chose, ce qui lui plaisait. D'un extraterrestre, ajoute-t-il, l'implication était évidente, à savoir que quelque chose ou quelqu'un l'avait créé. Lorsque Bialy et lui ont terminé leur travail, ils ont émis l'hypothèse que Oumuamua pourrait être une sonde pleinement opérationnelle, envoyée intentionnellement à proximité de la Terre par une civilisation extraterrestre. Tout en admettant que nous ne pourrons jamais en être sûrs, il est trop tard pour imager Oumuamua avec des télescopes existants ou pour le poursuivre avec des fusées chimiques, ont ajouté les chercheurs. Il est surprenant de constater que personne n'a réussi à prendre une photo de l'objet alors qu'il se trouvait à portée de main. Et à ce moment-là, il avait disparu. Loeb a passé son enfance dans une ferme non loin de Tel Aviv. Et même petit, il était fasciné par les questions profondes que pose la vie. Chaque week-end, il prenait un ouvrage de philosophie, Nietzsche ou Sartre par exemple, et conduisait notre tracteur jusqu'à un endroit tranquille dans les collines et lisait pendant des heures. C'est sa mère, connue dans la communauté comme une boulangère hors pair, qui l'a incité à lire de la philosophie. Plus tard, il était arrivé à la conclusion que la physique, plutôt que la philosophie, lui offrait la meilleure possibilité de comprendre les réalités du monde. Il s'est penché sur des sujets tels que la matière noire et les trous noirs, et a réfléchi à la question de savoir quand et pourquoi le cosmos est apparu. Grâce à Oumuamua, il est convaincu d'avoir trouvé une solution viable à la question
la plus importante de toutes, à savoir s'il existe ou non quelqu'un d'autre dans le monde. Les scientifiques du monde entier consacrent des années de leur vie à trouver des questions aux mystères les plus complexes de la vie. Il en va de même pour ces deux astrophysiciens de Harvard qui ont élaboré une théorie sur la façon dont la vie a pu se répandre dans l'univers. Malgré le fait que cette théorie a été initialement accueillie avec sceptisme, Amir Siraj et Avi Loeb affirment que leurs théories doivent être prises au sérieux et qu'elle est, le cas échéant, trop conservatrice en termes de calcul du nombre de fois où d'événements et d'exportations de la vie depuis la Terre se sont réellement produits. Donc, à l'époque où le système solaire était plus dense, il y a des millions ou des milliards d'années, une comète massive est passée près des régions extérieures de notre atmosphère. Elle se déplaçait rapidement à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, trop haut pour brûler, sous forme de boule de feu, mais assez bas pour être gêné par l'atmosphère. Des micro-organismes extrêmement résistants ont dérivé le long de sa trajectoire, et certains d'entre eux ont survécu à la collision de la comète. Ces bactéries se sont retrouvées cachées dans les profondeurs de l'extérieur poreux de la comète, isolées des radiations de l'espace, lointain alors que la comète s'éloignait de la Terre et finissait par finir complètement du système solaire. Il a fallu des milliers et des millions d'années pour que la comète se retrouve dans un autre système solaire avec des planètes habitées. Finalement, la comète est entrée en collision avec l'une de ces planètes, déposant les micro-organismes, dont certains sont encore vivants, et établissant une nouvelle place pour la vie terrestre dans le cosmos. On ne sait pas si cela s'est produit ou non, car il n'existe aucune preuve substantielle à cet égard. Cependant, les deux astrophysiciens de Harvard soutiennent que le dépôt de bactéries dans une comète, qui a ensuite expulsé du système solaire, ne devrait pas s'être produit une seule fois, mais plusieurs centaines de fois au cours de l'histoire de la Terre. Bien que cette théorie ait fait l'objet de critiques, il existe des raisons impérieuses de la croire plausible. Dans les années 1970, des études ont été menées à l'aide d'une série de petites fusées pour identifier des colonies de bactéries dans la haute atmosphère. Les comètes entrent et sortent régulièrement de notre système solaire. Une grosse comète aurait pu frôler la Terre, et comme les comètes sont poreuses, les bactéries auraient pu être protégées des radiations. Certaines bactéries peuvent même survivre dans l'espace pendant des périodes remarquablement longues. Siraj et Loeb ont émis l'hypothèse que cela s'est produit plusieurs fois, ce qui pourrait ensemencer d'autres mondes avec des microbes vivants. Une théorie célèbre selon la façon dont la vie a commencé sur Terre implique que la vie a été transportée sur une comète qui est tombée sur la Terre, donnant ainsi le coup d'envoi à la vie telle que nous la connaissons. Il est donc possible que notre planète ait été ensemencée et que ce soit elle qui ait provoqué l'ensemencement d'autres planètes. Dans une autre de leurs récentes recherches, Amir Siraj et Avi Loeb suggèrent que les météorites qui ont floré l'atmosphère de la Terre pourraient avoir transporté les micro-organismes de la Terre à Vénus. Des chercheurs du MIT, de l'université de Cardiff, de Harvard et d'autres universités ont découvert des indices possibles de vie sur Vénus sous la forme de gaz phosphine dans l'atmosphère de la planète. Vénus semble être une candidate improbable à la vie extraterrestre, avec des gouttelettes d'acide sulfurique caustique dans son atmosphère et des températures de surface dépassant 800 degrés Fahrenheit. Cela a incité Loeb et Siraj à spéculer que toute vie vénusienne, hypothétique, pourrait ne pas être extraterrestre du tout, mais plutôt descendre de la vie terrestre. L'essentiel est qu'il pourrait y avoir un transfert de vie entre Vénus et la Terre. C'est un processus qui n'avait pas été envisagé auparavant, a déclaré Loeb. Les gens ont pensé à ce qui se passerait si un météore frappait la Terre, éclaboussait la roche sur la Terre, puis envoyait des morceaux de roche voler dans l'espace et qu'il touchait Vénus. C'est un processus très différent, et il n'est pas certain que la vie puisse survivre à un tel impact. Selon Loeb, l'idée typique selon laquelle les débris de météorites terrestres finissent par atteindre Vénus expose les bactéries potentielles à plus de chaleur et de radiation qu'elles ne peuvent survivre. Au-delà de cela, Loeb et Siraj ont imaginé le concept de météore qui frôle l'atmosphère de la Terre. Selon Siraj, nous avons donc eu l'idée de frôler, presque comme une cuillère qui enlève la mousse d'un cappuccino, et sur le dessus du cappuccino, ces météores peuvent essentiellement ramasser tous les microbes qui existent dans l'atmosphère. Selon Loeb, un météore qui frôlerait la surface de la Terre entrerait d'abord dans l'atmosphère de la planète, puis continuerait dans l'espace. Le météore offrirait aux bactéries un endroit où se cacher des radiations potentiellement dangereuses à l'intérieur de ces pores poreux. Comme le météore ne traverse l'atmosphère que très doucement, il est capable d'éviter la surchauffe. Si un organisme est profondément enfui dans la roche, il en est en quelque sorte protégé. La roche sert de combinaison spatiale pour ces microbes, a déclaré Loeb. Loeb et Siraj ont calculé comment 600 000 météores ont pu traverser l'atmosphère terrestre.
et atterrir sur Vénus au cours des 100 000 prochaines années de l'histoire de notre système solaire. Les bactéries qu'ils ont collectées sur Terre devraient survivre au voyage vers la planète voisine. Lorsque les bactéries atteindront Vénus, elles résideront très probablement dans la couche noyeuse de la planète, haute de 35 000, qui est plus fraîche et moins dense que la surface brûlante de la planète. Là-bas, la température est similaire à celle que nous avons ici, dans la basse atmosphère de la Terre, explique Loeb. Donc les nuages sont habitables en principe et ils ont la bonne température et la bonne pression. Il pourrait y avoir des microbes vivants à l'intérieur des gouttelettes, bien que le concept de météores rasants semble prometteur. Siraj admet que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Siraj explique que pour que ce concept soit accepté, les chercheurs devraient étudier l'abondance et la variété des bactéries présentes dans l'atmosphère terrestre qui auraient pu être ramassées par les météores. La poursuite des recherches sur la vie sur Vénus permettra de déterminer si la théorie de Loeb et Siraj est correcte. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la possibilité de la vie sur d'autres planètes dans la section des commentaires.